Bonjour à tous et bienvenue. C'est Sandra Birtel pour le 3e épisode de la chronique Compliance et Sécurité. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour discuter des déclarations de soupçons et plus particulièrement de toutes les infractions pénales qui doivent donner lieu à déclaration. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à tous vous remercier pour vos retours plus que positifs sur les 2 précédents épisodes. Notez également qu'avec SAS et le Master 2 Compliance Officer de Strasbourg, nous avons mis en ligne une grande enquête européenne sur le financement du terrorisme et la compliance. Je vous mets le lien de l'enquête dans la description de l'épisode, n'hésitez surtout pas à participer. Revenons maintenant à notre sujet, la déclaration de soupçon. Après avoir traité de l'obligation de connaissance client et de vigilance, voilà que nous entrons aujourd'hui dans l'obligation de déclaration. En effet, selon la recommandation 20 du GAFI, lorsqu'une institution financière suspecte ou a des motifs raisonnables de suspecter que des fonds sont le produit d'une activité criminelle ou ont un rapport avec le financement du terrorisme, elle devrait être obligée, en vertu de la loi, de faire immédiatement une déclaration d'opération suspecte à la cellule de renseignement financier. Plusieurs questions se posent lorsque nous lisons cette recommandation. Déjà, qu'est-ce qu'un soupçon ? À partir de quel stade passe-t-on d'un simple doute, d'une petite intuition, à un réel soupçon ? Mais plus encore, comment un assujetti qui n'est ni magistrat, ni avocat, ni policier, qui n'a peut-être même jamais fait de droit dans son cursus, peut-il reconnaître des infractions commises par un client et donnant lieu notamment à blanchiment ? Plus concrètement, comment reconnaître par exemple un schéma de fraude fiscale, de carrousel de TVA ou même de blanchiment de corruption si l'on ne connaît pas les éléments constitutifs de ces infractions ? Voilà ce que nous allons traiter aujourd'hui. Nous verrons dans un premier temps la définition du soupçon, puis les infractions que la déclaration prend en compte, ensuite nous verrons quelques exemples d'infractions types, et enfin nous ferons un point sur la responsabilité des assujettis en matière d'obligation de déclaration. L'article 33 de la directive AML du 20 mai 2015 pose que les entités assujetties, lorsqu'elles savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds proviennent d'une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, doivent en informer directement leur CRF. Elle rappelle également que toutes les transactions ou tentatives de transactions suspectes sont à déclarer. Selon l'article 35, une fois la transaction suspecte détectée, l'entité doit la bloquer et attendre les instructions de la cellule. Ou si cela n'est pas possible, elle peut l'exécuter mais doit tout de même en informer immédiatement la cellule de renseignement financier. À la lecture de ces articles, encore une fois, la question est de savoir qu'est-ce qu'un soupçon. À ce titre, nous pouvons d'abord nous référer à la définition du terme général que l'on trouve dans un dictionnaire. Il s'agit d'une opinion défavorable à l'égard de quelqu'un, de son comportement, fondé sur des indices, des impressions, des intuitions, mais sans preuve précise. Une deuxième définition peut être donnée, celle d'un doute sur l'authenticité de quelque chose. Force est de constater qu'un soupçon est donc un sentiment très subjectif et très personnel. Si le terme est utilisé ainsi dans le Code monétaire et financier français à l'article L561-2, au Luxembourg, dans la loi du 12 novembre 2004, telle qu'amendée et modifiée, l'on utilise plutôt le terme d'indice. Plus précisément, au Grand-Duché, selon la CRF, un soupçon n'est pas une preuve d'un crime financier, mais un ensemble de circonstances qui rendent ce crime plausible. Pour la CRF hongkongaise, le soupçon découle d'une addition d'étapes. Premièrement, un hit lors du screening de transactions, à savoir une transaction inhabituelle. Ensuite, une demande au client d'informations supplémentaires. Troisièmement, la comparaison entre ces réponses avec la documentation dont dispose déjà l'assujetti, ainsi que le profil client.
Et enfin, là seulement, il sera possible d'en déduire ou non un soupçon. Pour la CRF du Qatar enfin, un soupçon apparaît selon une liste d'indicateurs et selon les circonstances et les pratiques commerciales. Ainsi donc, nous pouvons conclure qu'un soupçon est constitué d'un faisceau d'indices, ou plutôt d'indicateurs permettant de mettre à jour une incohérence, une opération inhabituelle semblant contraire aux lois et donc pouvant constituer une infraction. À ce titre, cela nous emmène à notre deuxième point. Quelles sont les infractions qui doivent être remontées par une déclaration de soupçon? En France, l'on parle à l'article L561-15 du Code monétaire et financier de toute infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à 1 an. Ainsi, un assujetti en France doit faire une déclaration à chaque fois qu'il sait, qu'il soupçonne ou qu'il a de bonnes raisons de soupçonner que la somme en question provient d'une de ces infractions. Il doit donc de facto connaître toutes les infractions et savoir les reconnaître. Pour ce qui est de la fraude fiscale, l'article précise que la déclaration ne doit avoir lieu que si l'opération présente un des critères définis par décret. Ainsi donc, les indices laissant penser à un cas de fraude fiscale sont clairement définis par un texte. Il s'agit de 16 points mentionnés dans un décret du 16 juillet 2009. On retrouve parmi ces points l'utilisation de sociétés écrans, des opérations incohérentes notamment vis-à-vis d'une possible fraude à la TVA, des anomalies dans les factures et les bons de commande, ou encore le refus du client de donner des pièces justificatives. Ainsi, l'on constate que les assujettis doivent être formés à des questions bien plus techniques que celles traitées dans des formations AML basiques. En effet, il semble primordial ici de savoir reconnaître une fausse facture, donc de connaître par exemple les mentions obligatoires qu'elles doivent contenir. Il convient aussi de connaître parfaitement les principes régissant la TVA pour reconnaître une éventuelle fraude. Au Luxembourg, maintenant, le constat est le même. La CRF ne demande pas aux assujettis d'apporter la preuve de l'infraction, c'est normal, ce n'est pas leur job, mais ils doivent simplement référer des soupçons en matière de blanchiment, d'infractions sous-jacentes associées ou de financement du terrorisme. Mais quelles sont ces infractions sous-jacentes? Elles sont définies à l'article 506-1 du Code pénal luxembourgeois. Il y en a plus d'une cinquantaine dont les articles sont cités, et l'article finit par la mention de toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté d'un minimum supérieur à 6 mois. Là encore, l'on constate donc que les assujettis luxembourgeois doivent avoir une connaissance des infractions pouvant donner lieu au blanchiment de leurs produits, sinon il paraît compliqué de pouvoir les détecter. Pour faire une petite métaphore animalière, l'on peut difficilement demander à un chien renifleur de détecter une odeur s'il ne la connaît pas. La problématique ici est sensiblement la même. Il en va d'ailleurs de même pour la notion de tentative. Puisque l'on demande aux assujettis de repérer des situations pouvant constituer une des infractions listées, mais aussi pouvant être qu'une simple tentative. Mais quelle est la définition de la tentative? Comment reconnaître la tentative d'une infraction via les informations dont peuvent disposer les compliance officers? Les choses semblent bien compliquées sur le papier. La CRF luxembourgeoise vient nous éclairer et elle explique que l'infraction est consommée quand la transaction a eu lieu. Donc, si la transaction a été bloquée avant, là, nous sommes dans un cas de tentative. En effet, dans ce cas, le client a voulu commettre l'infraction, il a commencé à le faire mais n'a pas pu terminer pour une raison indépendante de sa volonté, en l'espèce par un blocage de la banque par exemple. Nous sommes donc bien dans la définition de la tentative. En matière de fraude fiscale par contre, le Luxembourg est moins général que la France. En effet, ne sont soumises à déclaration que les fraudes fiscales aggravées et les escroqueries fiscales
comme précisé dans une circulaire CSSF 17650. Là encore, il est fait état d'indicateurs devant attirer l'attention du professionnel. En effet, la CRF précise qu'il n'est pas attendu de l'assujetti qu'il se mette à refaire la déclaration fiscale du client pour voir s'il n'aurait pas malencontreusement oublié de déclarer quelques revenus ou s'il ne serait pas au-dessus d'un certain seuil. Il doit simplement être attentif au contexte des opérations et relever des indices tels que l'utilisation injustifiée de sociétés écrans, l'interposition de personnes sans autre explication quant à leur utilité, des opérations financières incohérentes, des anomalies dans les factures, des recours inexpliqués à des comptes de passage ou encore des retraits inhabituels non justifiés. Ainsi donc, pour résumer ce que nous avons évoqué jusqu'à maintenant, le soupçon découle d'un faisceau d'indices provoquant dans l'esprit de l'assujetti une opinion sur le caractère illégal ou frauduleux de l'opération qu'il traite. Le soupçon doit porter sur une infraction susceptible d'être sanctionnée d'une peine d'1 an d'emprisonnement en France ou d'au moins 6 mois d'emprisonnement au Luxembourg. En matière de fraude fiscale, ce sont des indicateurs précisés par les textes qui vont guider les assujettis, étant précisé qu'au Luxembourg, seule la fraude fiscale aggravée peut être déclarée. Enfin, l'assujetti ne doit pas prouver l'infraction, en apporter les éléments constitutifs, mais il doit simplement démontrer que plusieurs indices le laissent penser que l'on peut se trouver dans une telle situation. Donc, l'assujetti doit connaître les infractions dont le produit peut donner lieu à une action de blanchiment et il doit en connaître les éléments constitutifs pour pouvoir les reconnaître, en reconnaître les signes et il doit connaître encore une fois les indicateurs relevant de la fraude fiscale, entraînant eux-mêmes le besoin d'une connaissance sur bon nombre de procédés. Comme nous l'avons évoqué, il faut connaître les mentions obligatoires sur les factures, il faut connaître les règles de TVA et les différents schémas de corruption. Ainsi, je vous propose d'étudier quelques petits cas de certaines de ces infractions afin de comprendre comment, en tant qu'assujetti, il est possible de reconnaître ces tactiques de blanchiment. Commençons par un exemple de fraude fiscale abordé par Tracfin dans son rapport Tendance et Analyse de 2019. Monsieur X, un Français, vit et dirige une société dans un pays frontalier. Pour la clarté de l'exemple, nous allons dire que ce pays est le Luxembourg. Il donne des conseils en fiscalité et propose de la domiciliation pour de petites entreprises du BTP. Il leur propose notamment de créer au Luxembourg des sociétés miroirs qui ont la même raison sociale que leurs sociétés françaises. Toutes ces sociétés miroirs sont domiciliées à l'adresse de l'entreprise de Monsieur X au Luxembourg et ils disposent en plus d'un pouvoir de signature sur tous les comptes bancaires ouverts au Grand-Duché par les sociétés miroirs. Les dirigeants des sociétés du BTP sont eux mandataires sur ces comptes et ont également ouvert des comptes personnels au Luxembourg. En tout, Monsieur X a réalisé ce schéma pour plus de 200 clients. Où est la fraude? C'est très simple. Toutes les entreprises du BTP encaissent sur les comptes luxembourgeois tous les paiements des chantiers qu'ils effectuent en France. Ensuite, l'argent sur les comptes étrangers revient en France pour rémunérer des travailleurs non déclarés sur les chantiers français, pour alimenter les comptes personnels au Luxembourg des dirigeants des sociétés, ou encore pour financer différents retraits en espèces ou paiements cartes effectués depuis la France. Quel est le but? Le but est de dissimuler une partie du chiffre d'affaires des sociétés françaises, user de l'argent de la société pour leur usage personnel et employer de la main-d'œuvre non déclarée. Ainsi, les infractions que l'on peut retenir sont la fraude fiscale, le blanchiment, le travail dissimulé et l'abus de biens social. Concernant la TVA maintenant, prenons l'exemple d'une société A. Basée au Luxembourg, elle fait du commerce de voitures d'occasion de luxe. Elle va vendre une voiture de luxe 100 000 € hors taxe à une société B basée en France.
S'agissant d'une opération relevant de la TVA intracommunautaire, la société A ne paye pas de TVA et la société B va lui verser les 100 000 euros. Là, la société B devrait auto-liquider cette TVA. Mais évidemment, elle ne va pas le faire et elle va dans la foulée revendre la même voiture, mais cette fois pour 100 000 euros TTC à une société C, basée elle aussi en France. Il y aura donc sur cette facture 83 000 euros hors taxe et 16 000 euros de TVA en arrondissant bien sûr. Dans ce schéma, la société C va elle aussi payer les 100 000 euros à la société B. Conclusion, la société B, société dite taxi, a payé 100 000 euros à la société A et a reçu 100 000 euros de la société C. Donc, les opérations pour elle sont neutres. Elle va simplement servir d'intermédiaire pour plusieurs opérations de ce type, puis va disparaître pour ne pas attirer l'attention de l'administration fiscale. Mais par contre, la société C va bénéficier d'une voiture d'une valeur de 100 000 euros hors taxe, mais ne va effectivement la payer que 83 000 euros, puisque le montant de la TVA va être inscrit comme TVA déductible sur sa déclaration TVA. Elle a donc bénéficié d'un rabais de plus de 16% en fraudant. Les infractions que l'on peut retenir sont pour la société B, la société taxi, la fraude fiscale. Et pour la société C, celle qui aura réellement bénéficié du montage, sera retenue la complicité de fraude fiscale. À ce titre, il convient donc d'être particulièrement vigilant sur le volume des transactions et sur des transactions répétitives, et enfin d'analyser consciencieusement les factures pour découvrir de tels montages. Enfin, sur la question de la corruption, nous pouvons analyser un cas traité par Tracfin dans son rapport Tendance et Analyse de 2016. Un groupe industriel français développe un projet dans un pays africain connu pour ses risques en matière de corruption. Pour ce projet, le groupe embauche un sous-traitant spécialisé dans certains composants pour un montant astronomique de 2,5 millions d'euros. Le sous-traitant verse 17% de cette somme sur le compte d'une société basée à Hong Kong. Après recherche, il s'avère que cette société est gérée par un ressortissant du pays où doit se monter le projet. Ainsi, l'intermédiaire semble avoir servi à verser un pot de vin à un lobbyiste pouvant assurer le bon déroulement du projet dans le pays à risque. Là, les indicateurs apparaîtront surtout du côté de l'intermédiaire. Payé par une société française, dans le cadre d'un projet africain, il envoie de l'argent dans une société domiciliée dans un territoire asiatique connu pour sa fiscalité avantageuse. Voilà des indices. Mais pourquoi faire un podcast sur ce sujet aujourd'hui? Parce qu'il est nécessaire de comprendre que la déclaration de soupçon est un exercice complexe, c'est vrai, mais nécessaire, et qu'il demande de lourdes connaissances. Il est nécessaire de démontrer que les assujettis ne sont pas suffisamment formés sur la détection d'infractions particulières et ne les connaissent parfois même pas toutes. Et pourtant, ces questions entraînent de lourdes responsabilités. Un établissement d'assurance a été sanctionné par la CPR au motif de plusieurs griefs, dont certains qui portaient sur l'absence de déclaration de soupçon sur certains dossiers, ou leur mauvaise qualité, ou encore leur envoi tardif, le tout pour une sanction de 8 millions d'euros le 16 juillet 2018. De même, BNP Paribas a été sanctionné pour sa mauvaise gestion des déclarations, notamment par manque de moyens humains, ce qui a entraîné un lourd retard et une mauvaise utilisation des outils de détection des opérations suspectes. Résultat, une amende de 10 millions d'euros le 30 mai 2017. Enfin, en plus d'une amende administrative, cela peut mener devant le tribunal correctionnel, comme ce fut le cas pour la société luxembourgeoise Interconsult, société de domiciliation, à qui il a été reproché en 2014 de ne pas avoir fait de déclaration de soupçon
sur un client qu'ils avaient en commun avec la Danske Bank, alors que cette dernière, elle, avait fait une déclaration sur ce client. Si dans ce cas les choses se sont bien finies pour les deux individus, qui ont réussi à prouver pourquoi ils n'avaient pas de soupçons, cela démontre que la responsabilité de faire ou de ne pas faire une déclaration est extrêmement lourde. D'ailleurs, à l'occasion de ce procès, le juge a appuyé sur la grande subjectivité du soupçon. Une subjectivité qui doit être contrée par des actions de formation, et ce, à plusieurs titres. Premièrement, pour éviter toute sanction administrative et pénale, évidemment, mais aussi pour limiter un trop grand nombre de déclarations de soupçons envoyées chaque année au CRF et choisir une bonne qualité plutôt qu'une grande quantité. C'est sur ce point que l'on se quitte aujourd'hui. J'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires ou remarques sur le site bllconsulting.com, par mail à sandra.birtel@bllconsulting.com ou retrouvez-moi directement sur LinkedIn pour en discuter. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique Compliance et sécurité.